Agréablement heureux de vous retrouver en direct sur Cherifla TV, fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez actuellement à Bobo Dioulasso, c'est au Burkina Faso, soyez les bienvenus en direct sur Cherifla TV. Voici votre journal. Conformément aux dispositions réglementaires et de son statut de représentant du peuple, les députés de la 6e législature ont pris une résolution historique allant dans le sens de l'apaisement de la crise et de la sauvegarde des institutions de la République. Le débat était dirigé par l'honorable Moussa Tembine, président de l'Assemblée nationale du Mali. C'était le jeudi 18 juin 2020. Dans la salle des 1000 places du CICB, c'est le Centre international des conférences de Bamako. Voyons tout cela avec Amadou Kamara et Samba Traoré. Réunis en séance plénière, les honorables députés de la 6e législature du Mali ont pris une forte résolution allant dans le sens de l'apaisement de la crise socio-politique qui traverse notre pays. Bon, la résolution, elle constitue essentiellement, comme vous l'avez dit, sur la situation sociopolitique et je dirais même sanitaire du pays. Donc aujourd'hui, le Mali est à la croisée des chemins, dans une situation, je dirais, très délicate. Non seulement la crise post-électorale, elle est là, mais également nous sommes frappés par la Covid-19 et tout son corollaire en termes d'impact négatif sur l'économie nationale. Pour certains élus de la nation, cette résolution est une bonne chose en soi, mais cela ne doit pas être un motif d'oublier d'aller à l'essentiel. La résolution est une bonne initiative, mais dans les considérants, on a cité tous les problèmes que connaît le Mali aujourd'hui. J'aurais préféré qu'on propose aussi une sortie de crise, le rôle que l'Assemblée va jouer, que les députés vont jouer pour l'apaisement. Parce que le climat sociopolitique est tendu. Donc nous avons fait des propositions pour aller vers une sortie de crise, vers l'apaisement. À en croire bon nombre de députés, cette résolution a été l'occasion de soutenir les institutions de la République, y compris le président de la République, dans la recherche de la paix et de la stabilité au Mali. Dans cette résolution, nous avons tenu à réaffirmer notre soutien au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Nous traversons au jour d'aujourd'hui une crise sociopolitique extrêmement difficile et nous estimons qu'en tant que majorité présidentielle, nous devons rester soudés autour du président de la République. Nous estimons au niveau de l'Assemblée nationale que les institutions de notre pays doivent être défendues, vaille que vaille. Ceux qui veulent prendre le pouvoir par la rue savent très bien que cela est pratiquement impossible dans un régime purement démocratique. Le pouvoir ne peut se prendre que par les urnes. Donc c'est ça l'objet de cette résolution. Non seulement nous avons réaffirmé notre soutien au chef de l'État, nous avons réaffirmé notre soutien à l'ensemble des institutions de la République, nous avons également remercié la communauté internationale qui est là au Mali, qui est en train de nous assister, notamment la MINUSMA, Barkhane, l'Union européenne, etc., etc. À noter qu'au cours de cette séance plénière, qu'une minute de silence a été accordée respectivement aux militaires tombés dans la tuerie barbare dans la localité de Djabali et à la défunte mère du président de l'Assemblée nationale du Mali. Les travaux ont pris fin par le vote de la dite résolution par 99 pour 13 abstentions et 2 contre. L'actualité sur un autre plan, les responsables politiques de la liste RPM, URD, ADEMA, PACJ, lors des récentes élections législatives ont animé un point de presse ce jeudi 18 juin 2020 au Conseil de cercle de Kati. L'objectif était d'édifier le public sur le déroulement du processus dans la circonscription électorale de Kati, plus précisément dans la commune rurale du Mandé, et les démarches entreprises par eux au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour plus de précision, écoutons le mandataire de la liste en question au micro de Célou Niaré. En fait, après la clôture du scrutin, le deuxième tour, le 20, nous avons constaté des irrégularités au niveau de la commune rurale de Mandé. Ces irrégularités ont porté sur le changement
la modification et le remplacement des présidents et des assesseurs au niveau de la commune. Donc, or, cette disposition, ces cas violent les dispositions de la loi électorale, notamment dans son article 83 et les instructions de M. le ministre de l'administration territoriale, donc, qui avait instruit à tout préfet, à tout gouverneur et à tout sous-préfet de ne pas procéder au remplacement des assesseurs ni les présidents pour des motifs de menace de grève. Cette instruction existe également, mais aussi la loi électorale aussi prévoit dans son article 83 qu'effectivement c'est les représentants de l'État qui doivent nommer ses agents électoraux 15 jours avant. Donc une fois que ce délai est expiré, il n'a plus le droit encore de revenir sur sa propre décision. C'est partant de tout ça que nous avons sommé le préfet par voie d'huissier qui nous a dit qu'effectivement lui sa décision n'a pas fait l'objet de modification. Nous avons également sommé le sous-préfet de Kalabangoro qui a répété la même chose, que la décision du préfet n'a pas fait l'objet de modification. Ensuite, maintenant, nous avons été voir par voie d'huissier le secrétaire général de la mairie de Mandé. Lui aussi, il nous a dit que la modification ne provient pas de lui, que ça provient des Kati, donc du préfet ou du sous-préfet, qu'on doit se référer à leur niveau. Donc, nous avons constaté qu'il y avait une autre décision différente de la décision du préfet qui avait été trouvée affichée sur le mur du bâtiment de la mairie de Mandé. Par voie d'huissier, nous avons constaté ça aussi. Donc maintenant, on a trouvé qu'effectivement les deux décisions sont différentes. La décision du préfet et la décision modifiée, mais qui porte le cachet du secrétaire général de la mairie, bien vrai qu'il a nié. Bien vrai qu'il a nié, ça portait sur le cachet était bien visible sur la décision. Et c'est cette décision modifiée que le secrétaire général a conduit, qui a permis aux uns ou aux autres de siéger dans les bureaux de vote. Au niveau des 76 bureaux de vote, il y avait effectivement les gens qui se trouvaient, les noms qui se trouvaient sur la décision modifiée, qui ont travaillé dans les bureaux de vote. Ce qui peut justifier ça à notre niveau, c'est l'état de paye. Donc l'état de paye au niveau des 76 bureaux de vote. Nous avons ça aussi également qui prouve à suffisance. Ceux qui ont émargé ont leur nom, ont leur prénom, ont leur numéro de NINA, ont leur numéro de téléphone et leur signature. Donc on compare seulement, vous trouverez que ce n'est pas du tout la même chose. Or, il est clairement dit, non seulement dans la loi électorale, mais dans les instructions du ministre, que ça ne peut pas faire l'objet de modification ni de remplacement. Donc nous avons constaté ça, c'est sur la base de cette jurisprudence qu'on a introduit au moins ces 4 requêtes au niveau de la Cour constitutionnelle. La jurisprudence, la loi électorale, les instructions du ministre et l'ensemble des éléments dont nous disposons. On a réuni tout ça pour saisir la Cour constitutionnelle du Mali. Mais la question qu'on s'est posée également, est-ce que c'est la première fois qu'une élection soit annulée au niveau de la commune rurale de Mandé? La réponse est non, parce que c'est la deuxième fois qu'une élection soit annulée. D'abord, l'élection communale du 20 novembre 2016, la dernière élection communale, a été annulée dans toute la commune rurale de Mandé. C'est d'ailleurs la seule commune sur les 37 communes du secteur de Kati qui est dirigée aujourd'hui par une autorité intérimaire et non un maire. Or, une autorité intérimaire est nommée par un arrêté du ministre, les maires sont élus. Donc il n'y a aucun maire au niveau de la commune depuis 2016. Et l'air, cette annulation, c'est la Cour suprême, à travers la section administrative, qui a annulé les résultats au niveau de la commune rurale de Mandé en 2016. Donc à ma connaissance, c'est la première fois dans une commune qu'une élection soit annulée successivement dans une même commune. Je vais parler de l'élection communale du 20 novembre 2016 et l'élection législative du 19 avril 2020. Maintenant, direction le Burkina Faso, où l'association des Ansars de Bobo, comme à l'accoutumée, a procédé le 13 et 14 juin dernier à un don de sang au centre régional de transfusion sanguine de la deuxième ville du pays. L'activité s'inscrivant dans les cadres de l'anniversaire de son éminence, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, a été saluée par les responsables du centre. Voyons tout cela avec notre correspondant régional, Lassine Sidibé, c'est avec la voix de Moussa Famba. Le 12 mai de chaque année, commémorant la date anniversaire du guide spirituel des Ansars, est l'occasion pour les Ansars de Bobo Dioulasso de procéder à un don de sang pour sauver des vies en guise de récompense à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara pour ses nombreux efforts consentis au rayonnement de l'islam et au développement socio-économique des sociétés. Pour cette édition qui a coïncidé avec le Ramadan, les activités se sont déroulées les 13 et 14 juin en marge de la Journée mondiale du donneur de sang. Je remercie toute l'assistance d'avoir répondu à la suite de l'anniversaire de Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara.
comme ça coïncidait avec le mois de Carême, on n'avait pas pu faire le don de sang. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parachever les activités démarrées au 12 mai, qui est le don de sang. Le don de sang est quelque chose, parce que le sang ne se fabrique pas. Le sang est naturel, ça vient de l'homme et ça va à l'homme. Alors pour cela, nous nous sommes donné l'obligation de donner le sang chaque 12 mai pour sauver des vies. Non seulement le sang peut sauver des vies en donnant, ça peut nous apporter la santé, ça peut nous amener aussi à savoir les bilans de santé que nous avons. Parce que le sang qui est pris là n'est jamais utilisé sans être examiné. Donc après les différents examens, et s'il se trouve que le donneur a des difficultés au niveau de sa santé, donc le sang révèle cela et ça permet à la personne d'être avertie et de pouvoir se soigner. Donc le don de sang est une fois de plus très important. Une journée marquée par la crise sanitaire due au Covid-19 qui sévit partout dans le monde, où les donneurs sont rares dans les centres hospitaliers. 200 poches ont été récoltées au cours de l'opération. Un geste hautement humanitaire salué à juste titre par les responsables pour la promotion et la sensibilisation du don de sang et de produits sanguins du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso. Ils ont saisi l'occasion pour donner des informations sur l'importance du don de sang qui sauve à la fois le bénéficiaire et le donneur. Nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'organisation Ansardine Oué pour meubler nos activités de don de sang entrant dans le cadre de la commémoration donc, de la journée mondiale du donneur de sang. Alors donc hier, nous leur avons sollicité au moins 120 personnes et nous n'avons pas été déçus. Et au décompte final, il était question donc de 111 présences, parmi lesquelles on a pu récolter 94 poches. Et l'opération s'est poursuivie aujourd'hui aussi. Les gens se sont mobilisés et pour cela, je tiens à adresser les remerciements du Centre de transfusion sanguine à cette organisation qui se bat depuis des années déjà pour nous amener, nous permettre donc de collecter le maximum de poches de sang au profit des malades. Alors l'occasion est belle pour lancer vraiment un appel. Nous venons donc de sortir du mois de jeûne où nous n'avons pas pu collecter parce que nos frères musulmans devaient donc observer cette pratique religieuse. Alors il va sans dire que cet acte de solidarité, de générosité, de civisme donc de nos frères de Ansardine vient nous aider donc d'amorcer la gestion de cette période-là avec plus de sérénité. Notons que le don de sang a pris fin par une photo de famille pour immortaliser ces moments philanthropiques. Vivement l'édition prochaine. Tout de suite, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en image, c'est une compilation d'Al-Hamidou Badini. Au moins 13 morts, c'est le bilan provisoire d'un glissement de terrain survenu ce jeudi à Agnama, commune du nord d'Abidjan. Plusieurs habitations situées en contrebas de la voie ferrée qui va au Burkina ont été ensevelies sous des mètres de boue. Vers 8 heures du matin, la butte sur laquelle passe la voie ferrée en contre-haut de ce quartier, baptisé par ses habitants Agnama derrière Rail, a littéralement fondu sur une vingtaine de maisons situées en dessous, 5 à 6 cours communes en parpaing et en ciment, habitées par des familles. Comme il pleuvait, beaucoup de ces débrouillards, comme on les appelle ici, ces gens qui vivent au jour le jour, ne sont pas sortis travailler. Ils sont restés à la maison. Les secours sont arrivés et avaient extrait 13 corps en fin d'après-midi. Mais le bilan pourrait donc être beaucoup plus lourd et les recherches se poursuivront ce vendredi. Un sommet historique entre la Somalie et le Somaliland se tenait jusqu'à ce jeudi 18 juin à Djibouti. Le président du Somaliland et celui de la Somalie se sont parlé ce week-end. Et après plusieurs jours de tractation entre les délégations, un texte commun a pu être signé. C'est un tout petit pas vers la paix franchi par la Somalie et le Somaliland, un territoire qui a fait sécession en 1991 sans être reconnu par la communauté internationale.
Le compromis signé comprend 5 points, un code de conduite, un engagement à construire la confiance ou encore la promesse d'appliquer de précédents accords sur les investissements et l'aide humanitaire. Plusieurs sous-comités ont été désignés, notamment sur la sécurité et l'espace aérien. Ils se réuniront de nouveau à Djibouti dans 15 jours avant un sommet ministériel dans 1 mois et demi. La parole était à la défense au dernier jour du procès de Lamine Diack, l'ex-président de la Fédération internationale d'athlétisme et ses 5 co-prévenus, poursuivis pour leur implication présumée dans un système de corruption sur fond de dopage russe. La défense de Lamine Diack a demandé la relaxe de toutes les accusations dans une plaidoirie à 2 voix. Les magistrats du parquet financier se sont aussi laissés entrebâiller la porte au doute avec cette étonnante concession. Dans un dossier aussi complexe, on peut ne pas avoir tout compris, on peut se tromper, a déclaré l'un d'eux. Du côté de la défense, Lamine Diack a bien choisi de retarder les sanctions contre des athlètes russes soupçonnés de dopage, le temps de finaliser les contrats avec les sponsors russes. Une erreur, une mauvaise décision, a admis son avocat, mais prise par un président obligé de choisir entre l'éthique et la santé financière de la fédération et qui n'avait qu'un objectif, la survie de la Fédération internationale d'athlétisme. Dans une vidéo, AQMI a reconnu la mort d'Abdelmalek Droukdel, tué le 3 juin par l'armée française dans le nord du Mali. Le groupe terroriste y promet également de poursuivre son combat contre la France et ses alliés au Sahel. Repéré par Site Terrorist, un groupe américain spécialisé dans la surveillance des groupes, cette vidéo de propagande fait l'éloge funèbre d'Abdelmalek Droukdel et promet aussi de poursuivre le combat contre la France et ses alliés au Sahel et en Afrique du Nord. Aucun successeur n'a en revanche été désigné pour l'instant. Le 3 juin, Droukdel avait été tué par les forces spéciales françaises à Talandak, dans le nord du Mali, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie. Le fondateur d'AQMI, que beaucoup pensaient caché à Kabylie, a été repéré par les services de renseignement français et américains alors qu'il faisait route vers le Mali. Une fois qu'il y est entré, une opération a été montée par l'armée française pour le neutraliser. Le Niger doit 18 milliards de francs CFA, 27 millions d'euros aux principaux fournisseurs d'équipements militaires cités dans l'affaire des surfacturations et des livraisons non effectuées ces dernières années, ont affirmé mardi leurs avocats. Ces impayés concernent les différents contrats exécutés dans le cadre de la dite affaire, des achats d'équipements au ministère de la Défense et les auteurs du rapport d'audit l'ont reconnu, a déclaré Maître Le Bihan, lequel et un autre avocat, Maître Moumouni Achirou, membre d'un collectif de défense, ont conclu des poursuites pénales contre leurs clients. La surfacturation ne constitue aucunement un délit relevant de la compétence d'une juridiction répressive. Aucune incrimination ni aucune peine n'existe dans notre code pénal pour un cas même avéré de surfacturation, estime le collectif. Les cas d'absence de livraison et de livraison partielle de matériel sont réglés par le Code des marchés et les différents contrats qui prévoient une pénalité de retard, mais ces prétendus manquements ne constituent pas des infractions. L'Union africaine a réitéré son appel en faveur de l'annulation de la dette et de la mise en œuvre d'un ensemble complet de mesures d'allègement de dette pour les pays africains en réponse à la crise de Covid-19. Au total, la dette des pays africains est de 493,6 milliards de dollars selon les dernières statistiques de la Banque mondiale. Les dirigeants du continent ont également appelé à la levée des sanctions contre le Soudan et le Zimbabwe afin de permettre aux deux pays de faire face adéquatement à la crise sanitaire mondiale. La réunion a été convoquée par le président de l'UEA en exercice, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. L'Afrique a confirmé plus de 200 000 cas de Covid-19, dont 61 cas sont originaires d'Algérie, d'Afrique du Sud, du Nigeria, d'Égypte et du Ghana, selon le communiqué.
Acquitté par la CPI et dans l'attente de son retour au pays, l'Ivoirien Charles Blé Goudé a exprimé ses inquiétudes à propos de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. L'ex-ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo estime profonde la crise de confiance entre Ivoiriens et craint un nouveau conflit. En ce qui concerne ma condamnation dans mon pays, vous savez, tout ce qui est politique se règle politiquement, a réagi Charles Blé Goudé. Sur ce point, l'analyste Mamadou Habib Karamogo estime que les mots employés par le président du COJEP ne sont pas les plus appropriés. Dire que ce qui est politique se règle politiquement implique que la justice ivoirienne qu'il a condamnée est instrumentalisée par le pouvoir politique alors que la Côte d'Ivoire se veut une démocratie. Et toute démocratie est caractérisée par la séparation des pouvoirs. Charles Blé Goudé gagnerait à présenter les choses autrement, car c'est ce genre de propos qui pourrait déranger les autorités et contrarier son retour, a-t-il déclaré. Deux incidents amers le 10 juin impliquant un bâtiment français qui a été menacé par la marine turque sont à l'origine d'une plainte déposée par la ministre française des Armées devant le Conseil des ministres de la Défense de l'OTAN. La réunion des ministres de la Défense de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord promettait d'être houleuse, tonique même, selon le ministre français des Armées. Début juin, en Méditerranée orientale, la frégate tricolore Courbet en mission pour l'OTAN a été mise à jour par deux frégates turques qui s'opposaient à ce que le navire français contrôle un cargo soupçonné d'enfreindre l'embargo sur les armes vers la Libye. Après avoir tenté de minimiser l'incident, le secrétaire général de l'OTAN a fini par céder à la pression et a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'accrochage entre la France et la Turquie. Page santé avant de refermer définitivement votre journal à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. L'association malienne Evran pour l'éradication de cette maladie en collaboration avec le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose a organisé un événement consacré à cette journée. Objectif, informer et sensibiliser la population sur la dangerosité de cette maladie génétiquement transmissible et qui touche 12% de la population malienne. On en sait plus avec Tata Touré et Draman Malé. La drépanocytose est une maladie génétique douloureuse, mais invisible et méconnue, ce qui rend difficile sa prise en considération. Elle se caractérise par des crises récurrentes, d'un niveau de gravité majeur nécessitant des hospitalisations urgentes qui peuvent compromettre l'insertion sociale. Drépanocytose, vieille maladie méconnue du grand public, reste l'affaire des premiers intéressés qui sont les malades et leurs parents et les soignants dans ce domaine. Elle continue à augmenter en termes de fréquence. La sensibilisation et la prévention ne sont pas assez pour cette maladie qui sévit dans le silence avec une mortalité qui compromet l'avenir d'un pays. La personne humaine est la plus précieuse des richesses et que servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. De ce fait, sensibilise les organisations de la Jeune Chambre internationale du Mali, les élèves et étudiants sur cette maladie, poser des actes de solidarité envers des personnes malades et nécessitant une aide ne peuvent être qu'une mission que nous nous sommes assignés. Chers aînés, auguste assemblée, je ne saurais terminer sans pour autant remercier toutes ces personnes qui, de près ou de loin, contribuent chaque année afin d'améliorer la qualité de vie des drépanocytaires. Cette maladie génétique très répandue qui affecte l'hémoglobine des globules rouges se manifeste notamment par une anémie, de crises douloureuses et un risque accru d'infection. Elle constitue une comorbidité à prendre au sérieux, d'autant plus que les patients drépanocytaires ont une susceptibilité accrue aux infections. D'où les thèmes de cette année, la drépanocytose et le Covid-19. Le choix du thème drépanocytose et Covid-19 n'est pas gratuit, situation oblige. La Covid-19 est une pandémie qui n'a épargné aucun continent et n'a laissé personne indifférent pour mieux la connaître et l'appréhender. La Covid-19, à l'origine d'un syndrome respiratoire aigu sévère, syndrome thoracique aigu,
apanage de la drépanocytose et hantise des soignants, a des impacts économiques facilement évaluables. La drépanocytose aussi a des impacts économiques avec sa prévalence élevée, son absentéisme au travail et une frange importante de la population laissée pour compte qui pourrait contribuer à l'édification du pays. Les drépanocytaires sont susceptibles de faire des complications de leur maladie en cas d'infection à Covid-19, ce qui appelle à la responsabilité de tous dans l'application de mesures préventives. La scolarité de l'enfant drépanocytaire est perturbée par des cours ratés ou des années scolaires hypothéquées causées par des crises récurrentes. La Direction générale du Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose ainsi que l'Association malienne de lutte contre la drépanocytose s'engagent dans la lutte contre cette pathologie mal connue mais qui constitue une préoccupation mondiale en matière de santé publique. La drépanocytose, dont l'histoire médicale a commencé depuis bientôt un siècle maintenant, est la maladie génétique la plus répandue dans le monde, avec une inégalité de fréquence entre les pays du Sud où on rencontre 75% des cas et ceux du Nord. Pourtant, les moyens de prise en charge existent dans ces pays-là, les pays du Nord. Il s'agit donc d'une maladie de la souffrance physique, comme ça a été rappelé, et psychologique, une maladie chronique et invalidante, une maladie qui, malgré sa grande fréquence, reste encore mal connue et mal prise en charge dans nos pays. L'État malien a consacré en 2010 l'ouverture d'un centre dédié à la prise en charge globale de la drépanocytose au Mali, le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose, soit 5 ans seulement après la déclaration de la drépanocytose comme une priorité de santé publique au monde par l'OMS. Et nous avons eu à travailler également par rapport à la thématique de la fonction des drépanocytaires dans notre centre. C'est une action très intéressante pour nous. C'est l'ébauche et le début d'un partenariat entre l'association, le CRLD et notre CCRF. Encore une fois de plus, au nom du CCRF, de toutes les personnes du CCRF et à mon nom propre, nous ne ménageons aucun effort pour l'accompagnement, le soutien et l'appui à l'association. Signalons que chaque année, le Mali enregistre 5 000 à 6 000 naissances drépanocytaires et en absence d'une prise en charge adéquate, 50% de ces taux meurent avant l'âge de 5 ans. Voilà, c'est tout pour ce journal. Clin d'œil à vous qui nous regardez à Djaloula, c'est à Maïna, dans le cercle de Bafouabé, et également à vous qui nous regardez du côté de Galougou, c'est dans la commune rurale de Djamou. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous très très bien. Allah puisse réconcilier les cœurs et les esprits pour une entente nationale entre tous les fils du Mali. À très bientôt sur Cherifla TV.